Bienvenue et merci d'être en permanence en notre compagnie. Encore quelques heures, les députés de la 8e mandature, contre vents et marées, critiques et dénonciations, vont officiellement investir les sièges du Parlement béninois. Une entrée en scène qui ne fera pas oublier de sitôt la 7e mandature. Une législature à production législative record. Plus de 141 lois votées, des plus consensuelles aux plus controversées. Nombre d'entre elles, mesdames et messieurs, auront été identifiées comme celles ayant conduit à la crise politique actuelle. 7e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. Le cauchemar de tout un peuple. Le débat, c'est tout de suite. Et maintenant, mesdames et messieurs, ce sera le regard croisé de deux professionnels, deux médias au profil diamétralement opposés, un politique, un culturel. À ma droite, sur ce plateau, Joël Toubé, sociologue, il est journaliste politique. Joël Toubé, bonjour. Bonjour Joël. Merci Bonjour pour la disponibilité. Ça va. En face de lui, Fortuné Sousa, ancien secrétaire général de l'ODEM, l'Office de déontologie et de l'éthique dans les médias. Il est le président du réseau des journalistes culturels de l'Afrique. Fortuné Sousa, bonjour. Bonjour Joël. Et merci d'être à nos côtés. Merci, je salue les téléspectateurs. Ils vont répondre à leur façon. Les valises, elles sont prêtes. Déjà, pour atterrir là où il faut, après avoir servi dignement sa nation, il faut bien scruter d'autres horizons ou à défaut, en fonction de la disponibilité du peuple, continuer l'œuvre entamée. Ça, c'est le sort des députés de la 7e législature. Des différentes législatures s'étant succédées depuis le renouveau démocratique, mesdames, messieurs, la 7e s'est sans doute illustrée comme la plus productive en termes de tests. À son actif, plus de 141 tests de loi votés. Une prouesse qui cache à peine les critiques les plus acerbes à son endroit. Joseph Toubé, comme c'est le haut lieu de la politique, je commence par vous, le politiquement correct. De cette législature, qu'auriez-vous garder le plus? Je pense que c'est avec une froideur dans le cœur et un peu de chagrin que je suis appelé à opiner sur cette législature finissante, la 7e bien sûr. Nous avons connu avant cette 7e législature 6 autres législatures qui ont fait l'effort de tenir la fondation de notre démocratie. Parce que pour moi, en démocratie, c'est au Parlement que bat, encore une fois, le cœur. Même des textes de loi, c'est au Parlement que bat, encore une fois, le cœur du vivre ensemble, du pacte social et politique que le peuple s'est librement donné dans la vie d'une nation. Et donc, je disais que c'est avec un cœur meurtri. Ce Parlement qui finit, pour moi, a été une rupture dans la tradition démocratique avec les autres parlements. Ce Parlement qui finit actuellement, pour ma part, à fissurer les valeurs démocratiques, les valeurs sociétales, les valeurs qui fondent même l'essence de l'existence de nos peuples. Parce que nous sommes un peuple mosaïque, nous sommes un peuple formé d'une variété de cultures. Et pour mettre tout cela ensemble, nous avons été obligés, en 90, de siffler la fin de la récréation et de repartir sur de nouvelles bases. Mais ce Parlement, l'actuel Parlement qui va déposer donc le tablier dans quelques heures, pour moi, a tranché nettement avec cette tradition. Et vous aurez donc remarqué que quand nous parlons du Parlement, il y a 2 missions fondamentales. La première mission, c'est d'abord une mission de législation. Il faut légiférer, il faut voter donc des lois pour améliorer le vivre ensemble, pour améliorer le quotidien des populations. Et la deuxième mission fondamentale également, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Donc s'il faut évaluer ce Parlement, je voudrais donc nous appeler à nous poser donc des questions sur les 2 missions. Quand nous prenons la mission du contrôle de l'action gouvernementale, je ne vais pas m'attarder là parce que ce Parlement a
un peu échoué. Ce Parlement n'a Vous pas... entamez le cœur du débat. On y revient. Donc, mais on retient que c'est avec beaucoup de chagrin que vous abordez cette question-là. Fortuné Sosa, oui, vous êtes l'un des acteurs très avertis de l'actualité, cette culturelle mais aussi politique. D'abord, de par votre profil, quand on est secrétaire général à un poste comme celui-là, on est obligé d'avoir le regard un peu partout. Ce Parlement, vous l'avez suivi comme les autres parlements. Votre vis-à-vis l'a rappelé, 2 missions fondamentales. Aujourd'hui, lorsque vous êtes appelé, apprécié, regardez dans le rétroviseur par rapport à ce qui aurait été le parcours de ce Parlement, quels sont vos mots? Vraiment, j'avoue que c'est avec beaucoup de tristesse, comme il a évoqué tout à l'heure, que j'ai accepté opiner sur ce Parlement-là, parce que durant les 4 années où on a vu ce Parlement à l'œuvre, je me suis posé fondamentalement une question. Laquelle? Est-ce que ce Parlement, est-ce que les députés qui siègent à ce Parlement sont à l'écoute du peuple? Je me suis posé cette question parce qu'on sait que le député, il a un mandat du peuple. Le député, il représente le peuple. Il parle, il va poser des actes au nom du peuple. Et ce faisant, généralement, lorsqu'il y a des actes majeurs à poser, vous les voyez descendre dans leurs circonscriptions électorales respectives pour recueillir les propositions du peuple, pour échanger, pour présenter ce qu'il a à faire à un certain nombre de ces mandats-là qui leur font des propositions. Je me suis posé cette question plusieurs fois parce que j'ai constaté que pour la plupart du temps, ce qui ressort de ce Parlement, on constate que le peuple n'est pas d'accord. Le peuple ne se retrouve pas dedans. Et c'est à ce sujet que je me suis posé plusieurs fois la question de savoir est-ce que ce Parlement est vraiment à l'écoute du peuple qui lui a donné mandat d'aller le représenter à ce niveau-là. Vous savez, l'Assemblée nationale est une institution hautement politique. Nous ne pouvons pas déroger à ça, mais je pense qu'au-delà des clivages, au-delà des différents positionnements, se retrouver à la droite, à la gauche, etc., on ne doit jamais perdre l'idée qu'on est là pour travailler au nom du peuple, pour voter des tests qui arrangent le peuple, qui sont le soubassement de notre démocratie. Oui, je pense que c'est un peu ce qui a manqué. Ce qui a manqué. Oui, ces députés, mesdames et messieurs, n'ont pas véritablement pu perdre de vue qui sont là pour le peuple. Et c'est au nom du peuple, chers invités, que ces textes de loi ont été votés. On aurait bien pu avoir l'un d'entre eux avec nous, mais les circonstances ont fait qu'ils ne seront pas là. Mais vous les avez suivis en son temps. Ils ont essayé aussi de se défendre. Le travail qui a été fait n'a pas été fait pour eux, mais d'abord pour le peuple. Mais alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi tant de récriminations. Nous prenons la première mission, celle qui saute à l'œil, le vote des tests de loi. 141 tests de loi à saluer, à applaudir, mais on a comme l'impression que le peuple se refuse d'applaudir. Peut-être vous aussi, Joël Toubé. Je voudrais quand même que nous puissions faire l'effort d'élever un peu le niveau de débat dans notre pays, le Bénin. Nous ne sommes plus une démocratie aux dents de lait. Nous sommes déjà affublés quand même de 30 années pratiquement de pratiques démocratiques. Moi, je ne voudrais pas que nous puissions confondre la production quantitative de lois à leur production qualitative. Il faut faire la démarcation. Quand vous citez 141 lois votées, un peu plus d'ailleurs, puisqu'on faisait le bilan, il y avait encore 4 ou 3 mois avant la fin de leur législature, donc disons globalement pratiquement 150 lois votées. Il faut que nous puissions nous interroger sur la qualité de ces lois votées. Je voudrais commencer par quelques lois qui me paraissent, ou bien une loi qui me paraît quand même plus ou moins noble, même si la mise en application, le déploiement, les mécanismes d'application sur le terrain
se sont heurtés à une résistance sociale dans la masse populaire. Quand on parle par exemple de la loi sur le bail d'habitation, qui fixe désormais les loyers à 3 mois, c'est une loi de haute portée, il faut le reconnaître. L'essence même de cette loi permettrait à des citoyens, surtout dans les zones urbaines, qui sont appelés à des fonctions respectives dans la nation, de pouvoir souffler un peu et de ne plus être traînés par terre par des propriétaires qui font dans l'exagération. On peut trouver que le législateur a pensé juste. Je ne dirais pas plus que ça en disant que on a vu par exemple le vote également de ces lois dérogatoires pour l'octroi des actes de naissance à des Béninois. On a vu cette loi qui a été votée sur le projet Arche, par exemple, du gouvernement. Donc, de façon superficielle, on peut citer quelques exemples dans cette législature pour dire les députés, au moment donné, ont pris du recul et se sont plus ou moins arrimés aux desiderata et puis aux aspirations les plus profondes de la masse. Mais quand je finis de citer ça, mais c'est qu'à côté de ces lois, il y a d'autres tâches. Il y a d'autres tâches qui viennent compromettre un peu la noblesse même de ce Parlement. Et quand vous prenez l'exemple de cette loi, par exemple, je vais commencer par les lois qui ont plus défrayé la chronique, la suppression du droit de grève qui a été consacré par le législateur et à l'occasion de la modification du statut général et puis de la fonction publique. Le débat s'est donc ouvert en son temps, vous avez suivi. Et quand on supprime le droit de grève aux travailleurs, dans une démocratie, encore une fois, la démocratie, quand vous parcourez la ligne et la lettre de notre Constitution adoptée en 90, on a consacré la liberté d'expression, de revendication. Et la Constitution était claire. L'État reconnaît et garantit l'exercice du droit de grève. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est le travail qui a fait. Est-ce que le travail qui a été fait, Joël Toubé, empêche les travailleurs désormais de faire valoir ce droit? Je pense qu'on a érodé considérablement les possibilités qui sont offertes aux travailleurs de pouvoir continuer par revendiquer. Depuis l'adoption de cette nouvelle mouture de la loi, vous avez vu, les syndicalistes ont été plus ou moins domptés. C'est-à-dire que ce réflexe d'aller revendiquer, d'aller négocier, d'aller de bouder quand ça ne va pas, le vote de cette loi a complètement fondu l'instinct, vous m'excusez le terme, l'instinct de révolte, de cette révolte dans le monde syndical. Et vous avez vu, nous vivons depuis lors une certaine apathie syndicale. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire simplement que des travailleurs qui sont compressés, il y a des convulsions sociales qui n'ont plus forcément les utoires pour s'exprimer. Vous avez des syndicalistes qui ont été défalqués à cause de ces grèves notamment. Vous avez des syndicalistes qui ont droit à des primes qui ont été supprimées. Vous avez des syndicalistes, des travailleurs, allez, je dis simplement, qui sont confinés dans un espace assez rétréci, mais qui voient, par exemple, l'écart, la forte distorsion qu'il y a entre les salaires politiques, par exemple, et les travailleurs. Pendant que vous avez un niveau A12, par exemple, ou bien vous avez une grade donnée, alors, votre compatriote qui a été engagé dans la même période que vous et qui jouit du même statut que vous, parce qu'il est appelé à une fonction politique, il gagne 12 fois, 100 fois, 1000 fois le salaire que vous gagnez. Alors que nous sommes dans le même contexte social où les tasses pullulent, où le gouvernement même, en voulant renflouer donc les caisses de l'État, a fait donc voter des lois de finances avec des tasses. Donc il y a des problèmes qu'il faut régler. Il y a des problèmes qu'il faut régler. Quand on écoute, on suit Joël Toubé, il a évoqué des tests qui manifestement accompagnent le citoyen. Il évoque par la suite ces tests de loi qui revoient, je dirais, les conditions pour désormais aller en grève. Et ensuite, il parle d'un cas d'injustice flagrante lorsque vous avez le même parcours et que vous, parce que vous êtes politique, votre salaire est plus acceptable que celui d'un citoyen qui continue normalement sa carrière. Si ce n'est que ça, est-ce qu'il faut vraiment s'en plaindre, Fortuné, sur ça? Lorsqu'on sait que les retombées, c'est pour le grand nombre. Aujourd'hui, il y a comme une accalmie, quand on prend l'année scolaire, elle évolue sans embâche. S'il y a des craintes ou des doléances, on les fait autrement
que par le passé. Et moi, je pense que par rapport à la loi, le vote de loi par rapport aux grèves en République du Bénin, je pense que c'est une très grande avancée. En ce sens que les travailleurs au Bénin, les travailleurs du secteur public ont souvent exagéré avec ce droit-là qu'ils avaient, le droit de grève. Ce qui est intéressant, on n'a pas supprimé le droit de grève, mais le droit de grève a été recadré. Et on peut trouver que donner 10 jours de grève dans une année sur 12 mois, c'est peu. On peut reprocher ça, mais moi je pense que le droit de grève méritait d'être recadré parce que les gens ont trop exagéré avec ce droit-là. Vous imaginez que des enfants à l'école, parce que les enseignants réclament ci et ça, ils doivent les empêcher d'aller à l'école sur de longs mois. Ça, alors qu'ils sont aussi des parents d'élèves. On pouvait, moi j'ai toujours dit, on pouvait rentrer dans le dialogue social avec le gouvernement autrement. On pouvait négocier autrement avec le gouvernement. Mais faire 2, 3, 4, près d'un semestre de grève dans une année, ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien du tout. C'est pourquoi moi je dis, cette loi-là, je trouve cette loi bienvenue. Loi sur le recadrage du droit de grève, je trouve ça bienvenu. Personnellement, je trouve ça bienvenu. Et d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus ça maintenant, vous avez vu dans les écoles, les enseignants travaillent bien avec les enfants aujourd'hui. Et aujourd'hui, beaucoup ont envie de mettre leurs enfants dans les écoles publiques. Il y a beaucoup qui ont envie parce que l'école publique aujourd'hui donne de très bons résultats. Alors quand on quitte le secteur... Et ce que moi je voudrais ajouter aux lois qu'il a citées, qui sont des lois quand même de qualité, il y a une loi qui... Avant d'évoquer la loi que vous l'évoquez, n'oubliez surtout pas, nous restons un peu à ce niveau de recadrage du droit de grève. Pour aller au niveau du secteur de la santé, vous avez pu faire aussi quelques constats à ce niveau. Et ils étaient nombreux à fuir le secteur public parce que pour un oui ou un non, salut le débrayage. C'est un avantage. Aujourd'hui, comment vous observez? C'est un avantage parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets fictifs qui ont disparu. Les cabinets de soins de santé et qui ont disparu parce que c'est quoi? Il y a même des infirmiers moins qualifiés qui se permettaient d'avoir dans des recoins des rues, dans des enclos, des cabinets, etc. Je pense que c'est à saluer également. Il y a un travail qui a été fait là. Il y a ceux-là qui servent dans le secteur public à qui on a dit « vous ne pouvez pas prendre le salaire du public et le salaire du privé à la fois ». Parce qu'il y en a qui sont de très grands diplômés, qui ont les compétences, qui n'ont pas trouvé du boulot à faire. Donc il fallait quand même permettre à ce que ceux-là... Mais je dis toujours ceci, et il y a un travail à faire qui n'est pas fait. Et ce travail revient toujours aux syndicats de ces différents secteurs-là. C'est quel travail? Le travail à faire, c'est recenser les besoins réellement. Parce que c'est quoi? Lorsque nous, en même temps que nous évoquons ça, dans le Bénin, dans certaines localités, ces mêmes médecins qu'on envoie fuir, ne veulent pas servir dans ces localités. Cela existe également dans le secteur de l'enseignement, de l'éducation. Et je pense que ça a été réglé d'une certaine manière. Et ce qui manque également ici, ce sont les logements sociaux, les logements adéquats pour accueillir ces fonctionnaires, ces employés du secteur des mécanismes public d'accompagnement parce que ça soit à la portée oui, de cette ça manque. Il y en a qu'on affecte dans des localités et ils ne savent pas où loger. Oui, vous vouliez évoquer un autre aspect tout à l'heure. Je voulais ajouter à la liste la loi qui a été votée et qui remet le secteur chargé de la sécurité,
les agents chargés de la sécurité, qui les fait responsables des actes de bavure qu'ils posent. Je pense que c'est intéressant, c'est à saluer également. Et même si aujourd'hui, ceux qui ont tiré sur les citoyens et qui sont morts, et qui sont blessés, même si on ne sait pas exactement s'ils répondront de ces actes-là, c'est quand même heureux qu'il y ait une loi par rapport à ça, parce que nos forces de sécurité et de défense en faisaient de trop par le passé. Ça peut discipliner un peu la troupe. Oui, Joël Toubé, vous voulez faire des compléments avant que je n'ai Oui, je voudrais dire que toujours par rapport au vote donc, de la loi sur le recadrage du droit de grève, je le dis vraiment sans trembler. Je pense que en voulant corriger un mal, on a donné des coups de boutoir trop secs, encore une fois, à un droit constitutionnel. Parce que pour moi, il fallait trouver les moyens nécessaires. Et c'est pourquoi je voudrais inviter mon collègue à pouvoir se remémorer un peu dans quelles conditions on a voté cette loi. Parce que pour voter une loi aussi sensible qui touche à un droit consacré par la Constitution, est-ce que les travailleurs, vous vous rappelez, ont été associés pour pouvoir définir de façon consensuelle de quelle façon on doit recadrer? La Cour qui a précédé celle-ci, qui est actuellement présidée par le professeur Joseph Diogbenou, la Cour avait clairement rejeté parce qu'au départ, c'était pratiquement une suppression. C'était une suppression. Donc les envies de supprimer une disposition constitutionnelle existaient, s'exprimaient déjà. Et la Cour Olo avait donc opposé une fin de non-recevoir à la suppression, demandant aux législateurs de recadrer simplement ce droit. Et on en était là quand les travailleurs le législateur, si on devrait pouvoir continuer par jouir de leur production, ça aurait été intéressant d'associer les syndicalistes, les travailleurs, pour qu'on puisse trouver ensemble le mécanisme nécessaire pour recadrer le droit de grève. Et aujourd'hui, nous ne serons plus à partir de 10 jours. La conséquence, comme je le disais il y a quelques minutes déjà, la conséquence est que vous avez vu la partie syndicale que nous vivons. Et les syndicalistes aujourd'hui, je prends l'exemple de la CSA Bénin, en cours de semaine, vous avez vu un des maillons, notamment le Sintra TTP, a décidé de divorcer avec cette confédération syndicale-là, la CSA Bénin, parce que estimant que le leader de ce syndicat deal avec le pouvoir ou est trop passif en termes donc de lutte. Vous pensez que c'est la conséquence du recadrage? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise du syndicalisme au Bénin. Parce que face à la nouvelle donne, donc vous avez 10 jours de marge de manœuvre, les syndicalistes n'ont pas encore trouvé l'ouverture. De quelle façon ils vont ressurgir pour émerger en surface et continuer par revendiquer? Ils font les frais de ces tests. Ils font les frais de ces tests-là. Même quand vous voyez un peu le Conseil national du dialogue social qui a été installé, de quelle façon les discussions sont menées à l'intérieur de ce Conseil de dialogue social? Parce que le pouvoir en face avec qui vous voulez négocier vous a confiné dans un certain espace. Il sait que vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Vous n'avez que 10 jours pour soit peut-être manifester votre mécontentement. C'est pourquoi, comme je me plaisais à le dire à des amis il y a tout à l'heure, la grève déclenchée par la CSTB, c'est qu'un coup d'épée dans un océan. Ce n'est qu'un coup d'épée dans un océan. Je voudrais, avant de passer à autre test de loi, de ne pas évoquer le cas de la justice, les manifestations à ce niveau. La justice est presque dans le même palier que le secteur de la santé et de l'éducation que vous avez évoqué. Aujourd'hui, quand on jette un regard sur les effets de ce recadrage à ce niveau, qu'avez-vous envie de dire? Les effets, c'est que nous avons nos documents au niveau de la justice à temps. C'est l'avantage des effets, c'est ça. Mais il faut quand même faire remarquer que ceux-ci, par contre, ils ont eu des mesures d'accompagnement, contrairement aux enseignants et à d'autres secteurs. Donc, je pense que c'est beaucoup plus
à ça que je voudrais inviter les syndicats du secteur de l'éducation, du secteur de la santé, etc. Je sais que les médecins ont eu des mesures d'accompagnement et ceux qui sont à des échelons plus bas en ont réclamé également. Je pense que le gouvernement doit pouvoir faire en sorte qu'on ne sente pas que ce sont des mesures scélérates qui sont prises, que ce sont des lois qui dérangent l'élan démocratique du pays, qui sont prises, qui sont votées, etc. Je pense que les ajustements s'imposent. Oui, les ajustements s'imposent sincèrement. Et Joël Toubé, par rapport à la maison justice. Vous savez, au rang des gardiens du temple, la maison justice, quand même, c'est un pouvoir constitutionnel. Et ma foi, les luttes qui ont contribué à l'avènement de ce régime, l'UNAMAB, pour ne citer que donc ce syndicat de la maison justice, a été donc pour beaucoup. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes dans une crise du syndicalisme dans la maison justice parce que justement, la loi qui recadre le droit de grève vient comme anesthésier ce syndicat. Parce que, vous avez vu, l'UNAMAB, depuis ce complet juste de faire des communiqués et le choix des mots très mesurés, ça prouve que on cherche encore les marques de ce côté-là. Et c'est justement là où moi je voudrais apporter donc la nuance quand on parle de loi qui permettrait à ce que les résultats scolaires soient améliorés, que les dossiers au niveau des juridictions s'accélèrent. Je pense qu'il faut prendre de la hauteur. Je ne suis pas trop convaincu, en tout cas moi, je ne suis pas encore convaincu que c'est parce qu'on a confiné les libertés d'aller en grève des enseignants, par exemple, que ça a induit un changement qualitatif dans le rendement scolaire, dans la production même des résultats. Sinon, écoutez, l'enseignant, c'est l'homme et c'est l'humain. Alors, socialement, s'il n'est pas à l'aise, si psychologiquement il n'est pas à l'aise, je ne vois pas cet enseignant se rendre dans les salles de classe, dans les amphithéâtres et délivrer le savoir, transmettre le savoir, de quelle façon, avec quelle qualité à nos jeunes apprenants, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. L'enseignant qui, aujourd'hui, se lève avec un salaire qui, à peine, arrive à payer le loyer et l'électricité et peut-être une fois en passant l'argent de popote. Et là, nous sommes dans le social, le vécu des enseignants. Vous pensez que cet enseignant, et qui ne peut pas même manifester, réclamer son droit, obligeant parfois le gouvernement à desserrer la ceinture, vous pensez que ça va prospérer? Je me pose des questions à ce niveau. Donc les réflexions doivent se poursuivre. Les réflexions doivent continuer parce que dans le passé, ce qui est, et c'est là il va finir sur la question, les acquis des travailleurs ont été toujours obtenus à prix de grève. Et c'est parce que, ouais, c'est là où je voudrais appeler le gouvernement. On peut même, je dirais peut-être, pour parler trivialement, on pouvait supprimer le droit de grève, si c'était possible en République du Bénin. Si la Constitution n'avait pas fermé, n'avait pas mis dans le verrou, on pouvait même supprimer. Mais si on le supprime, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Le gouvernement devait donc travailler à garantir les conditions les plus optimales aux travailleurs de tous les secteurs, pour que ceux-ci ne soient pas obligés d'être frustrés, ceux-ci ne soient pas obligés d'aller en grève. Mais si on ne fait pas ce travail en amont et qu'on restreint les mailles de manœuvre de lutte des travailleurs, je pense qu'on ne va qu'assister à un reflux d'angoisse, à un reflux de mécontentement, à un reflux donc de frustration. Et quand c'est comme ça, même dans les hôpitaux, le médecin ne sera pas à l'aise pour soigner les patients. Même dans les hôpitaux, les médecins ils seront obligés d'aller donc vers les cabinets privés. Et beaucoup ont fait ce choix après la mesure, l'injonction donc du gouvernement. Beaucoup ont fait le choix de déserter donc le secteur public et de s'occuper de leurs cliniques privées. Et donc, c'est la même chose qui va se reproduire un peu partout. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est intéressant pour moi de demander aux actuels gouvernements, à l'actuel gouvernement, à l'AFD, qui a le sifflet en main, qui a le commandement en main, il est important donc que ce gouvernement puisse absolument trouver les mécanismes qu'il faut pour faire les ajustements et le recadrage. Oui, je voudrais prendre pas le dernier bout de tout ce qu'il a dit. Les médecins, il y en a qui ont préféré leur cabinet et ont laissé le secteur public. Mais je dis, mais ceux-là, ils avaient les deux à la fois et ils détournaient les patients des hôpitaux publics pour leur cabinet par le passé. Je pense que
c'est une mesure à saluer, quoi qu'on dise. Et je dis, si j'ai dit tout à l'heure que les résultats au niveau de l'éducation, du secteur de l'éducation, dans les écoles, etc., ça s'est amélioré, c'est parce que aujourd'hui, on évalue mieux les enseignants sur le terrain. Avant, il y avait trop de laxisme, il y avait trop de laisser-aller. Aujourd'hui, les réformes ont amené que chaque enseignant sait qu'il a le devoir du résultat. La preuve, vous savez que lorsque une école, un groupe scolaire au niveau primaire donne un résultat 0% au CEP, le premier responsable de ce groupe-là est déclassé. Il perd le poste de directeur ou de directrice et il retourne à la craie. Il retourne, il n'a plus le bureau de directeur. Donc, voilà des réformes qui les ont obligés parce que, non, franchement, je ne dis pas que tout est beau. Je ne dis pas que tout ce qui se fait est bon, mais je dis que sur ces points-là, c'est un pas qui a été franchi. Ce sont des avancées, franchement. La configuration du Haut Conseil de la magistrature, aujourd'hui, comment vous le trouvez par rapport à l'indépendance de la justice? Je pense qu'il revient aux magistrats de vraiment... Et surtout à l'UNAMAB. Quoi qu'on dise, l'UNAMAB demeure une force. Et je vous dis, je salue au passage le magistrat Michel Adjaka. S'il était encore président de l'UNAMAB, je pense que l'UNAMAB ne serait pas en sommeil actuellement. Non, franchement, c'est une question de leadership. Je ne dénie rien à l'actuel président de l'UNAMAB. Donc, je ne doute pas de cette compétence. Pour revoir ce qui est. Et je pense qu'ils ont déjà fait ce débat par le passé. Ils ont déjà fait des propositions par le passé. Et je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de montrer, d'amener, parce que vous savez, quoi qu'on dise, le pouvoir est politique. Lorsqu'on ne rappelle pas le gouvernement, le ministre, etc., lorsqu'on ne les amène pas à leur imposer ce que doit être fait par la loi, lorsqu'on n'influence pas la vote des lois au niveau du Parlement, on n'aura que ce qu'on ne mérite pas. Oui, et par rapport à cette question, la configuration qui, à un moment donné, pour les magistrats, c'est un peu plus gênant, et la question de l'indépendance de la justice qui en recevrait un coup. Oui, vous avez donc suivi la Cour, présidée par Maître Joseph Diogbenou, qui a dit que la Constitution n'a pas prévu une vacance de pouvoir. Et donc, la justice est un pouvoir, il faut pouvoir donc l'exercer. C'est ça l'étude donc des dispositions de la Constitution quand le débat sur la liberté des juridictions se faisait et que la suppression du droit de grève également se faisait. Donc, pour parler donc du Conseil supérieur de la magistrature, voilà une instance qui devrait être indépendante réellement. Moi, je pense que l'indépendance des juridictions... Comme président, le chef de l'État. C'est justement là. Et c'est là où les réformes devraient pouvoir s'opérer. Vous avez ce régime en venant, notamment le chef de l'État, il avait battu campagne en disant que dès qu'il va accéder au trône, que l'une des mesures qu'il ferait prendre, c'est de rendre la liberté aux juges. Mais cette liberté est tributaire de l'indépendance même du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons constaté lorsqu'on a voulu modifier l'architecture des juridictions au Bénin, la loi qui consacre donc l'instance-là au Bénin? On a plutôt vu des ministres rentrer. Le ministre de la Justice y est présent, celui du travail, de la fonction publique également présent dedans. Et on pourrait continuer par en citer. Et donc aujourd'hui, si on fait l'arithmétique, si on fait le calcul arithmétique, le pouvoir numériquement prend le dessus sur les techniciens, les juges qui doivent siéger dans cette instance-là. Donc pour moi, et vous savez, je suis obligé quand même de le rappeler, les magistrats ont été mis sous sanction, refus de mise à pied dernièrement, toujours pour des fautes qualifiées donc de fautes lourdes, après notamment ces actes de naissance, casier judiciaire, allais-je dire, vieille délivré
à un opérateur économique influent, poussé aujourd'hui à l'exil, je ne vous le rappelle plus. Et donc, ça crée des suspicions au sein donc, de la masse populaire. Et il revient encore une fois aux magistrats de lutter pour acquérir leur statut donc, d'homme indépendant. Sinon, si la justice elle est à terre, il n'y a plus de démocratie, à mon avis. Oui, par rapport à cette question. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. C'est ce que je disais. Il faut que les magistrats arrivent à arracher la présidence du Conseil supérieur de la magistrature au chef de l'État, à l'exécutif. S'ils arrivent à le faire, vraiment aux magistrats, cette indépendance. Quand on sait qu'une fois encore, les députés ont joué un grand rôle dans ce sens. Oui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Malheureusement, ce sont eux qui nous votent nos lois. Et ce qui dérange beaucoup plus, c'est qu'il y a par moment, nous avons cette chance que quelquefois, il y a des magistrats qui se retrouvent députés. Il y a beaucoup de juristes qui se retrouvent députés. Il y a il y a des services du Parlement qui sont des services hautement techniques où nous avons des juristes d'un certain niveau à la tête. Et la plupart des lois qui sont votées, les projets passent par ces différents services-là et ils donnent leur opinion. Ils analysent. Je pense que des actes peuvent se poser à ces différents niveaux-là. Et on doit pouvoir sortir un certain nombre de ministres de ce conseil-là qui n'ont pas leur place dans ce conseil. Même si le chef de l'État doit continuer à présider ce conseil, il y a un certain nombre de ministres, il y a un certain nombre... Le nettoyage à faire, vous renvoyez ça désormais à qui? À ceux qui vont être installés dans... À une relecture de la loi. Et vous voyez la 8e mandature y arriver? Je leur suggère Nous restons, oui, ça reste au registre des suggestions qu'on enverra, parce qu'il reste ouvert à tous, c'est leur rôle aussi. Nous restons avec cette 7e mandature qui, à un moment donné, a réfléchi à pouvoir doter le Bénin d'une institution qui manquait à l'appel. Mais à son arrivée, que de tollé et de polémiques. Il s'agit, Joël Toubé, de la Criette, une institution maîtresse cardinale dans une Afrique où le pouvoir des terroristes devient un pouvoir prépondérant. L'argent roi aussi, la question de trafic d'influence, de blanchiment d'argent, il fallait cet arsenal-là. Mais pourquoi encore tant de tollé autour de cette structure jusqu'alors? La Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la petite sœur de la CREI au Sénégal, la Cour de répression de l'enrichissement donc illicite. Et je pense que dans la forme, ceux qui ont pensé cette réforme sont à saluer. Dans la forme, parce que doter le Bénin d'une juridiction pour lutter contre le terrorisme, c'est un fait qui gêne donc beaucoup de pays actuellement. Pour lutter contre les crimes économiques, je pense que de tout temps, nous avons fait le combat de ce que ceux qui dilapident les ressources publiques, ceux qui rentrent en déliquescence avec les fonds de la nation, on doit pouvoir les traquer et pouvoir les juger très rapidement. Mais c'est dans la mise en application de cette réforme qu'il y a eu des grincements dedans. Parce que quand une juridiction naît, ça a des missions. Je voudrais rappeler qu'avant même la création de la Criette, il y avait les tribunaux ordinaires qui connaissaient donc des cas de détournement. Nous avons une loi, la loi 2011, sur la lutte contre la corruption et les infractions connaissent en République du Bénin. Et donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que jusqu'en 2018, où la Criette naissait, est-ce que ceux qui avaient été appréhendés comme étant de présumés détourneurs ou bien de voleurs de ressources publiques n'avaient pas été jugés, n'avaient pas de juge pour connaître donc de leur cas? On a beaucoup de cas. C'est légion. Donc la Criette quand même est venue, je dis dans la forme salutaire. Dans l'application, voilà une cour qui est née. Les premiers dossiers qui ont été transférés devant cette cour ont été des dossiers sensibles. Le dossier qui a fait bouger la ligne, notamment, c'est la réouverture devant cette cour, la Criette, de ce fameux dossier trafic de découverte de 18 kg de cocaïne. Un dossier qui a été déjà tranché, vidé par des juridictions dans notre pays, le Bénin, mais qui se trouve être transféré devant la Criette. La Criette reprend la main, et puis, vous avez observé,
plus tard, quelques mois seulement après, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aura donc tranché. La Cour, en voulant délibérer, en voulant donc connaître de ce dossier, pas respecter le droit à la défense de l'opérateur économique incriminé, n'a pas permis l'accès au dossier des avocats commis donc pour défendre le monsieur. On a donc... On est passé. On est là déjà dans la phase opérationnelle, Joël Toubé. Donc, ce sont des problèmes qui ont sali un peu l'image de la criette et il faut que cette criette-là puisse redorer son blason. Oui, voilà. C'est aussi un appel pressant. La criette, c'est vrai, sa phase opérationnelle a posé problème, mais pour d'aucuns, c'est déjà même dans la conception, la configuration elle-même de la structure. À Fortuné, c'est ça aujourd'hui, quand on observe un peu, est-ce qu'on doit s'interroger sur les dispositions pratiques qui fondent la création de la criette elle-même ou s'en tenir simplement au mode opératoire? J'avoue que j'ai énormément de difficultés à me prononcer par rapport à cette cour spéciale. Mais je voudrais déjà dire ici que dès que la criette a été créée, vous imaginez que ce sont des magistrats qui sont les premiers à critiquer cette cour. Des magistrats qui se sont interrogés sur cette cour-là, sur la forme, le fond, la mise en place de l'équipe, etc. Et lorsqu'on observe aujourd'hui que à l'international, en Occident, ailleurs, les gens s'interrogent sur cette juridiction que le Bénin a mise en place, on a à se poser des questions. Nous qui ne sommes pas spécialistes du droit, nous qui n'en connaissons pas beaucoup, on a à se poser des questions. Et moi, j'ai eu, lorsque j'étais encore secrétaire général de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, j'ai eu à proposer quelque part, à un niveau très élevé et très pointu dans ce domaine-là, qu'il y ait une formation des journalistes sur les cours et tribunaux spéciaux du Bénin, et notamment la criette, parce que c'est celle qui est en vue. Je pense que j'ai lancé l'idée comme ça a été très bien apprécié, et ça fait partie des dossiers que j'ai reversés à la mandature actuelle de l'ODEM pour qu'ils puissent poursuivre ça, pour que les journalistes comprennent mieux ce que c'est que la criette et pourquoi ça a été mis en place. Est-ce que la configuration actuelle respecte la configuration d'une cour spéciale, etc., pour que nous puissions être beaucoup plus à l'aise à en parler. Merci bien. Il y a encore quelques minutes simplement. Hein, le temps passe si vite. Et bien, je ne vous laisserai pas partir sans évoquer ces tests de loi qu'on n'oubliera non plus de sitôt. Il s'agit de la charte des partis politiques et du nouveau code électoral ayant conduit au renouvellement de la classe politique. Joël Toubé, la 8e mandature, doit son existence à ces tests. Absolument. Vous savez... plus que 2 minutes, donc allez-y très rapidement. La charte, hein, j'aurais quand même voulu qu'on ait plus de temps pour aborder la question. Mais bon, on va peut-être revenir là-dessus certainement plus tard. Alors, la charte des partis politiques, ça pose problème. Ça pose problème. Une charte, pour moi, qui dispose, qui pose des barrières, trop de barrières administratives, trop de barrières économiques. Et on a l'impression que nous tombons dans la plutocratie, avec des cautions faramineuses qui ont été introduites dans les lois. Là, je commence par parler du code, parce qu'il n'est pas possible de parler de la charte sans le code électoral. Donc, la charte aujourd'hui est à la base d'une élection d'exclusion, d'une élection exclusive, qui n'a pas permis aux partis politiques de l'opposition, notamment, de participer au scrutin législatif du 28 avril dernier. Ça, il faut qu'on puisse se dire la vérité. Parce que si cette charte n'avait pas existé, si dans l'application, même si elle a été votée, si dans l'application, on y avait mis donc de la souplesse, je pense que toutes les parties prenantes avaient donc la chance de participer à ces élections. Vous allez conclure tout à l'heure, Fortuné Sosa, sur la question très rapidement. Oui, je suis entièrement d'accord avec lui. Et moi, je dirais même que normalement, si le peuple devrait avoir cette censure qu'elle a, devrait empêcher tous ceux qui ont été députés au cours de la 7e législature de revenir à l'Assemblée. Parce que ce sont eux qui ont causé tous les torts
dont nous parlons aujourd'hui au Bénin à travers le vote de ces deux documents-là. La charte des partis politiques et le code électoral. Donc, il devrait être censuré. Il devrait être censuré. Joël Tchobé, le temps est parti. Si vous devez conclure, alors la grosse interrogation, la 7e mandature aurait-elle été un cauchemar pour le peuple béninois ou la juste passerelle pour pouvoir rebeloter la marche démocratique? La 7e législature a été une législature qui a plus marqué une rupture avec la tradition démocratique longtemps consacrée dans notre pays, le Bénin. La 7e législature a plus doté le pays de lois avec des dispositions anxiogènes et chrysogènes plus que par le passé. La 7e législature a plus travaillé à ce qu'à son actif aujourd'hui, nous ne puissions comptabiliser qu'une infime partie de bilan positif que de bilan merci à vous pour la disponibilité et les analyses. Oui, Fortuné Sousa, un coup projecteur. Je voudrais demander à la 8e législature de se montrer à la hauteur de la tâche pour que très vite on oublie la 7e législature, pour qu'on ne puisse pas dire on regrette la 7e législature en voyant les actes que poseront la 8e. Merci pour votre disponibilité, Fortuné Sousa, Joël Tchobé. Merci aussi d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cet instant analyse. Demain, c'est un autre jour pour notre plateau d'autres analyses. Peut-être ces questions, nous allons devoir les aborder une nouvelle fois. Je fausse compagnie sur cette citation du dialoguiste, scénariste et réalisateur français Michel Audiard. Je le cite: « Les conneries, c'est comme les impôts. On finit toujours par les payer. » Merci pour l'attention. À très bientôt.